Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça y est. Je sais que la pause était un peu courte et vous avez plein de choses à vous dire, mais on a encore plein de choses aussi à entendre de votre part et des intervenants de cet après-midi. Donc je vais vous demander de rejoindre tous vos places, de vous asseoir. On va se poser, se calmer. Et on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième table ronde sur l'engagement, le temps de l'engagement. Nous avons avec nous Monsieur Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, membre du Conseil national du numérique. On a Monsieur Anthony Euzet, que vous avez tous entendu tout à l'heure, qui est enseignant en sixième. Nous avons également avec nous William Nuitens, professeur de sociologie. Et puis, nous avons deux étudiantes, Marie Poisson, qui est étudiante en relations internationales, et Hachimi Aboubakar, qui est étudiante en droit, et qui sont toutes les deux des étudiantes très, très engagées. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Monsieur Tisseron. Dès que vous avez pris place, Monsieur Tisseron, c'est à vous de commencer. On va parler avec vous de quelque chose qui touche évidemment tous les jeunes aujourd'hui, pas que d'ailleurs. Ce sont les rumeurs sur les réseaux. Infos, intox, rumeurs. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est un adolescent? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur ce qui se passe à l'âge du collège? Donc, rumeurs, fake news, peut-être vous vous dites, mais quel rapport avec l'engagement? C'est très simple, hein, vous allez sur Internet parce que vous avez envie de vous engager contre le réchauffement climatique, pour la défense des espèces menacées, pour d'autres causes encore. Et sur Internet, vous trouvez une pléthore d'offres. Pléthore d'offres. Alors, évidemment, c'est un côté un peu inquiétant. Où aller? Alors, évidemment, vous pouvez dire, je vais me fier seulement aux gens que je connais. Mes enseignants, mes copains, voilà. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez une curiosité quand même plus large, et je vous le souhaite, vous vous retrouvez très vite submergé par la quantité de propositions qui se trouvent sur Internet. Et il faut bien comprendre que cette insécurité générée par Internet, elle porte beaucoup plus loin que ça n'a jamais été dans l'histoire, le fait que nous nous sentions toujours plus inquiets. Alors pourquoi? Parce que Internet active une région du cerveau qui a toujours existé chez l'être humain, mais qui n'a jamais été autant excitée que par Internet. Cette région du cerveau, le cortex singulaire, peu importe, c'est à l'intérieur du cerveau, et donc c'est un système qui détecte les contradictions. Dès qu'il y a un environnement contradictoire, Internet, ça va dans tous les sens, donc environnement contradictoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cortex singulaire, il va envoyer des messages vers l'amygdale. L'amygdale, c'est un petit organe qui est très bête, qui va vous envoyer des hormones de stress. Le stress, ça mobilise, donc vous mobilisez votre énergie, vos forces. Et puis en même temps, le cortex singulaire, il envoie des messages vers le cortex frontal pour que vous cherchiez à comprendre la situation. Donc voilà, vous êtes submergé par les informations sur Internet, vous cherchez des réponses sur Internet, et le problème, c'est que plus vous cherchez des réponses, plus vous trouvez des propositions contradictoires, plus ça vous angoisse. Donc plus vous êtes sur Internet, plus vous êtes angoissé, même si vous avez la volonté de vous engager pour des causes qui défendent, qui répondent aux valeurs que vous voulez défendre. Alors comme en plus il s'ajoute des algorithmes qui vous enferment dans des bulles, comme vous savez, on en reparlera si vous voulez. Alors que faire? Moi je vous propose de réfléchir à trois choses. La première chose, c'est que ritualiser vos consommations des réseaux sociaux, ritualiser vos consommations d'informations, ne cédez pas à la tentation de l'information en continu. Allez sur les réseaux, allez sur Internet à des horaires fixes que vous vous imposez, de manière à ne pas vous laisser submerger. Deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'il faut chacun, et nous aussi d'ailleurs à tout âge, développer sa plasticité psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se confronter à des gens différents de soi. Le plus différent possible. Vous êtes dans un établissement scolaire, vous avez quelques copains, vous les connaissez bien, allez voir ceux que vous ne connaissez pas. Éventuellement, faites des échanges avec d'autres établissements, partez à l'étranger si ça vous est possible. Regardez des films que vous n'avez peut-être pas envie de regarder, mais regardez-les par curiosité. Goûtez des nourritures que vous n'auriez jamais eu envie de goûter, mais forcez-vous à les goûter pour découvrir d'autres choses. Développez votre plasticité psychique. C'est très, très important. Et puis la troisième chose, c'est que ça va être très important aussi de vous entourer de gens avec lesquels vous entendez bien, des amis, des copains, des potes, voilà, et avec lesquels vous pouvez vous affronter au niveau des idées. Parce que le grand danger, en laïcité aussi, c'est d'en rester toujours à ce qu'on connaît. Remettez en question vos certitudes, obligez-vous à prendre du recul par rapport à ce que vous croyez vrai en vous disant que peut-être c'est pas si vrai que ça.
Hein, voilà. Apprenez à inhiber vos premières réactions. Et puis, entourez-vous de gens avec lesquels le lien affectif est suffisamment fort pour que vous puissiez vous envoyer des arguments contradictoires, débattre, parfois violemment, mais vous savez que ça ne vous fâchera jamais, que ça n'amènera jamais à être exclu. Voilà, donc vous devez cultiver des liens affectifs, c'est pas seulement pour se sentir bien entre soi, c'est aussi parce que là, ça permet éventuellement de s'affronter. Résumé de tout ça, exercez votre liberté partout où c'est possible. La laïcité, c'est pas qu'un principe, c'est aussi le fait à tout moment, à mon avis, d'exercer sa liberté partout où c'est possible pour ne pas perdre l'habitude de l'exercer. C'est-à-dire, même si vous avez des petites marges de liberté, exploitez-les. Et encore une fois, ça développera votre plasticité psychique et ça vous permettra de faire face peut-être un jour, parce que la laïcité, la République, c'est jamais garanti, hein, il n'y a qu'à voir l'histoire, hein, eh bien ça vous permettra ce jour-là d'avoir pris l'habitude d'exercer votre liberté là où c'est possible et même peut-être là où ça deviendrait impossible. Voilà. Donc vous voyez qu'à partir du questionnement d'Internet, on peut aussi aboutir à des préconisations pour être dans la meilleure disposition d'esprit possible pour défendre les principes de la laïcité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Alors, moi j'en ai une, je voudrais juste rebondir. Vous disiez donc qu'on était plus angoissé quand on allait sur Internet. J'ai bien compris, le cerveau fait face à des tas de contradictions. Est-ce qu'il y a un âge où cette partie qui s'excite dans le cerveau s'excite plus, moins, ou c'est tout le temps ? À tout âge, Internet nous déstabilise, nous déroute et nous angoisse. Alors après, lorsque on commence à être inséré dans un groupe, la tentation, c'est de ne retenir d'Internet que ce qui conforte nos opinions, les opinions du groupe dont on fait partie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que si vous voulez aller dans le sens de défendre les libertés, ce qui est le propre de la laïcité, eh bien, il faut aussi vous obliger à aller voir les opinions de ceux qui ne sont pas proches des vôtres, des opinions qui sont proches des vôtres, et vous intéresser à des sujets peut-être auxquels vous ne vous intéresseriez pas seulement pour vous conformer à votre groupe. La grande difficulté de la préadolescence et de l'adolescence, c'est la soumission au groupe. Et la soumission au groupe, vous avez les modes chez les ados, c'est incroyablement puissant. Et donc, il faut vous dégager de ça. Alors, heureusement, l'adolescence a une fin, il y a un moment où on s'en dégage, mais plus vous arriverez à prendre de la distance pendant l'adolescence par rapport au phénomène de mode de votre groupe, et plus vous augmenterez votre capacité, en grandissant, de défendre des positions qui ne sont pas forcément majoritaires, mais qui vont dans le bon sens. Parce que rappelez-vous toujours ce que disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oui, alors il y a monsieur là-bas qui voudrait réagir. Je voulais demander, par rapport à Internet, le contrôle parental et jusqu'à quel âge ? Parce que quand on a des enfants adolescents, qu'est-ce qu'on peut leur dire oui ou non, ou ça y est, ils ont tout le droit ? Quel est votre point de vue ? Alors, vous savez, il y a eu une époque dans les années 2000 où on raisonnait en termes de permis interdit. Voilà, alors nombre d'heures sur Internet ou Internet, pas Internet. Maintenant, tout le monde raisonne en termes d'usage. C'est-à-dire que l'important, c'est que les adultes, c'est-à-dire les éducateurs, les enseignants, les parents, soient suffisamment proches des jeunes dont ils ont la responsabilité à un titre ou à un autre pour questionner les usages que les jeunes font de ces outils. Parce qu'on peut passer 1 heure sur Internet à s'abrutir. Bon, TikTok est un exemple fameux, et on peut aussi passer 1 heure sur Internet à découvrir des choses extraordinaires. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge des parents, des éducateurs, à changer de paradigme, c'est-à-dire ne plus s'intéresser au temps passé, mais s'intéresser à ce qui est fait avec les outils numériques. Et bon, il est bien évident qu'à 4, 5, 6 ans, on ne va pas pouvoir faire un bon usage d'Internet. Mais à partir de 6 ans, il y a quand même des plateformes interactives où il est possible d'apprendre des trucs. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette les enfants sur Internet à 6 ans, mais si des parents le décident, je leur dirais, faites pour que ça se passe le mieux. Voilà. Et puis à partir de 9, 10 ans, Internet accompagné, voilà. Mais de toute façon, les enfants, ils vont beaucoup plus tôt que ce que les parents le savent. J'étais à un colloque il y a quelques jours et il y avait un trait au milieu d'un slide, et à gauche, il y avait ce que les parents disent
de l'utilisation des outils numériques par leurs enfants, et puis à droite, ce que les enfants disent de leur propre utilisation des outils numériques. Et la question, c'est par exemple aux parents, à quel âge vos enfants ont-ils commencé à aller sur Internet? C'était 12 ans ou 11 ans, et puis l'enfant, c'était 8 ans ou 7 ans. Voilà. Et donc, on voyait partout une différence énorme entre ce que les parents pensent que sont les pratiques des outils numériques par les jeunes et ce que sont vraiment leurs pratiques numériques. Moi, je voudrais demander à tous les élèves, est-ce que vous avez l'impression que Internet vous stresse? Qui se sent stressé après des heures passées sur Internet? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Tisseron? Vous parlez du stress dû aux multiples contradictions qu'on découvre sur Internet. Eux disent ne pas le ressentir. Et eux, Ils disent ne pas ressentir de stress du tout. Oui. Je crois que c'est pas pour rien qu'on parle d'éco-anxiété, c'est pas pour rien qu'on parle d'anxiété face au développement de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, c'est pas pour rien qu'on parle d'anxiété par rapport à la montée de la Chine ou à la guerre en Ukraine. Et le problème, c'est que vous avez grandi, pour la plupart, dans une génération où l'anxiété s'est tellement banalisée que peut-être vous avez de la peine à vous rendre compte qu'elle est aujourd'hui quand même plus importante que ce qu'elle était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et donc, du coup, que ça ne vous stresse pas d'aller sur Internet, ça peut relever de quelque chose qui est une défense mentale contre le stress, c'est-à-dire où vous êtes en quelque sorte, vous êtes en quelque sorte vous avez tellement intériorisé le fait que ces plateformes augmentent votre stress que vous ne le percevez même plus. Par contre, vous pensez que vous êtes stressé par rapport à vos notes, stressé par rapport aux enseignants, stressé par rapport au dysfonctionnement du métro pour aller à l'école, mais vous avez écarté de votre esprit le fait d'être stressé par tout ce que vous trouvez sur Internet. Est-ce que vous vous informez sur Internet? Ça veut dire les réseaux sociaux aussi. C'est là que vous cherchez principalement vos informations? Et est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir ou plutôt anxieux? Confiant, levez la main. C'est beau. C'est rassurant. Alors, c'est très très bien. Alors, je vous félicite. Il faut avoir confiance dans la vie. Mais avoir confiance dans la vie ne veut pas dire qu'on ne soit pas inquiet du déroulement des choses. Être confiant, ça veut dire qu'on se sent capable de surmonter les risques. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les risques. Les risques sont extrêmement angoissants, mais on peut se sentir confiant de notre capacité, tous ensemble, à les surmonter. Mais encore une fois, la confiance dans la capacité qu'on a de surmonter les difficultés ne va vraiment être efficace, elle va vraiment servir à quelque chose que si on ne minimise pas les difficultés. Donc on arrive à ce paradoxe que la confiance n'est utile, la confiance en soi ou dans le groupe pour surmonter les difficultés n'est utile que si on prend la mesure des risques qui sont très angoissants. Si on minimise les risques qui sont très angoissants, la confiance en soi ne sert à rien parce que le jour où le risque va arriver, la confiance en soi va s'effondrer parce qu'elle n'est pas bâtie sur une compréhension fine, efficace du risque. En tout cas, c'est bien d'avoir des jeunes qui ont une vision quand même positive de l'avenir. Alors sur les réseaux, l'usage que vous faites des écrans, il y a aussi des effets un peu néfastes. On revient sur les discriminations. Vous envoyez beaucoup de choses, c'est parfois très violent sur les écrans. C'est là que je voudrais donner la parole à Monsieur Euzet, parce que vous êtes donc professeur en 6e et vous intervenez sur ce type de discrimination. Oui, justement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Tisseron, il y a tout l'usage d'Internet que vous pouvez, tout ce que vous pouvez utiliser sur Internet pour peut-être des recherches, pour peut-être se divertir, mais il y a aussi les côtés néfastes, j'ai envie de dire, malheureusement, d'Internet. C'est ce qui va concerner du cyberharcèlement. Peut-être certains ont pu en être victimes ou en avoir connaissance, parce que les réseaux sociaux, il y a plein de bonnes choses. Moi, je ne vais pas être que négatif là-dessus. Ça permet quand même d'avoir de l'unité entre certaines personnes dans les groupes. Mais parfois, il suffit d'une petite vidéo, d'une photo qui a été prise et qui est diffusée, qui peut tourner. Et là aussi, moi, j'ai pu le constater parce que j'ai eu des élèves qui se sont trouvés concernés avec tout ça. Et le cyberharcèlement, c'est encore plus compliqué que le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, comme j'ai pu l'évoquer rapidement tout à l'heure en prenant la parole, il y a des dispositifs, notamment dans vos collèges, dans vos établissements, il va y avoir ce qu'on appelle le programme phare.
Le programme phare, ça va être 5 adultes. Dans mon collège, on est 4 professeurs et la CPE. On a des formations et on est habilité pour apprendre à écouter. Et du coup, on est identifié au sein du collège et toutes les personnes qui peuvent se sentir victimes de harcèlement scolaire, tous les élèves, peuvent venir nous voir, peuvent envoyer un camarade venir nous voir. Donc en gros, on a déjà eu des cas où on a pu traiter clairement les choses. On a 9 cas sur cette année scolaire 2022-2023 qui ont pu être résolus grâce à une méthode dont je pourrais parler ultérieurement. En revanche, le cyberharcèlement, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous savez tous, dans un groupe Snapchat, dans un groupe WhatsApp, ce qui peut, tac, 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 on s'envoie les messages et ça va très vite. Et si on est victime de ça, ça peut prendre une ampleur très importante. Et là-dessus, on a difficilement une main prise, du coup. Donc là, c'est une mainmise. C'est à vous, du coup, là, vraiment, de pouvoir très vite en parler. Il y a des numéros qui existent, mais le cyberharcèlement, ça va tellement vite et ça développe une angoisse très, très, très importante pour les jeunes. Racontez-nous justement ce que c'est que cette méthode de la préoccupation partagée. Alors la méthode de la préoccupation partagée, c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit une élève qui était là-bas tout à l'heure. C'est une méthode qui n'est pas basée sur la sanction. Le but, c'est pas de sanctionner purement et simplement un élève qui est un harceleur. Le but, c'est d'en faire un allié. En gros, quand un élève, nous on va parler de cible. On ne parle pas d'un harcelé, on parle d'une cible de harcèlement. Une fois qu'il a été identifié, ça nous est rapporté, nous, à la cellule phare, donc ça dépend de l'enseignant si on le connaît plus ou moins. Parfois, c'est même mieux de ne pas le connaître. Du coup, il nous raconte tout ça. Donc, c'est un entretien qui prend du temps et ça nous permet d'identifier clairement quels sont les élèves qui sont des harceleurs et quels sont ceux qui pourraient être des aides pour nous. Et donc après, on va faire des entretiens, ce qu'on appelle vraiment plus ciblés. Et là, c'est seulement 2 minutes. C'est très rapide, mais on va droit au but pour savoir clairement quel élève peut nous aider à essayer de détricoter la situation et faire en sorte que le harceleur soit notre allié pour lui faire prendre conscience dans son âme et conscience que oui, ce qu'il fait est mal. Et parfois, nous, on arrive même à découvrir que certains élèves qui sont des harceleurs ont été des victimes de harcèlement précédemment au niveau scolaire. Et donc, du coup, il a quelque chose qui n'a pas été traité, il n'a pas été écouté, et donc parfois il reproduit ce type de schéma. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode de la préoccupation partagée. Vous pourrez éventuellement en parler, parce que normalement dans tous les établissements de France, ça va être travaillé. Nous on a été collège pilote dans mon collège Jean Moulin à Saint-Nazaire, mais normalement l'ensemble des enseignants volontaires vont pouvoir bénéficier de ces formations-là, et qui se passent sur 8 journées. On a 8 journées complètes pour apprendre tout ça. Et la suite de tout ça, et là, ça va vous concerner directement, c'est que dans les collèges, on va former 10 ambassadeurs. 10 ambassadeurs minimum, mais 10 ambassadeurs, donc là, on revient sur le thème de l'engagement, parce que vous pourriez, chacun d'entre vous, être l'un de ces ambassadeurs, et justement contribuer à ce que le harcèlement scolaire puisse être détricoté, puisse être arrêté. Et du coup, on se rend compte que ça peut même avoir une influence jusqu'au primaire, parce que au primaire, on en parle peut-être moins, c'est peut-être plus difficile, ou alors les enfants ont moins l'habitude de s'exprimer que vous qui êtes en 4e. Au primaire, c'est plus compliqué, en CM1, de dire moi j'ai des droits, j'ai envie d'en parler. Et bien là, c'est aussi le rôle des ambassadeurs, parce que du coup, dans un collège, vous êtes des anciens de l'école primaire de secteur ou compagnie. Et grâce au programme phare et la formation des ambassadeurs, le plus important, c'est que chaque élève se prenne conscience qu'il peut être écouté. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, moi ça me fait des petits frissons, mais ce que je vis n'est peut-être pas important, n'est peut-être pas grave. Et bien en fait, si personne vous le dit que c'est pas grave, vous le savez pas au fond de vous. Donc en gros, il faut toujours pouvoir en parler à quelqu'un. Ça peut être un camarade, le camarade peut en parler au prof, peut en parler à la CPE, peut en parler à la surveillante, à la pionne, à l'infirmière, à la psychologue quand il y en a aussi. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que oui, ce que vous vivez, non, peut-être que c'est important et peut-être que sans s'en rendre compte, ça crée une anxiété, ça crée de la peur et on a des élèves qui finissent par ne plus venir au collège ou par être absents et ils se sentent victimes alors que finalement elle n'a rien fait de mal, bien au contraire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la méthode de la préoccupation partagée? Non, vous n'en avez jamais entendu parler. Et je pense que personne non plus parmi vous n'a entendu parler de l'activité de prévention de la violence en milieu scolaire qui s'appelle le jeu des 3 figures.
Non plus, voilà. Alors le jeu des 3 figures, c'est pour répondre aux limites de la méthode de la préoccupation partagée. La méthode de la préoccupation partagée, comme vous avez très bien compris, elle ne peut fonctionner qu'au niveau d'un établissement quand on identifie les victimes et les agresseurs qui sont d'ailleurs très souvent victimes ailleurs. Le problème, si j'ai parlé d'Internet tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est parce que énormément d'agressions aujourd'hui se font via les réseaux sociaux et que des inconnus relayent des agressions contre des gens qu'ils ne connaissent pas, simplement pour s'amuser, parce que c'est drôle, parce qu'il y a une plaisanterie qui paraît un petit peu, qui paraît mériter d'être relayée, voilà. Et donc du coup, on s'aperçoit que le cyberbullying, le harcèlement par des inconnus largement relayés sur les réseaux sociaux, est un problème qui peut absolument pas être abordé par la méthode de la préoccupation partagée. Donc le programme phare à Paris, toujours le même programme, pour lutter contre le harcèlement à l'école, le programme phare à Paris développe actuellement dans tous les établissements scolaires élémentaires et en collège l'activité Jeu des 3 figures, qui est une activité qui est organisée par les enseignants chaque semaine et dans lesquelles on invite les enfants à construire un scénario dans lequel souvent il y a un agresseur, il y a une victime, il y a un témoin qui peut aussi être redresseur de tort, qui peut aussi être sauveteur. Et l'idée, c'est d'inviter les enfants à réfléchir à toutes ces postures, à les jouer, à intégrer les émotions qui correspondent à ces postures, et de telle façon que petit à petit, les agressés, les victimes ne se laissent jamais agresser sans protester. Parce que vous savez, ce qui a été la force du mouvement MeToo, dont vous avez forcément entendu parler, c'est que des victimes ont protesté. Et que lorsqu'une victime a protesté, une seconde a eu le courage de protester, puis une troisième, puis il y en a eu 15, puis il y en a eu 20, puis il y en a eu 30, etc. Et comme ça, des gens qui pensaient échapper à la justice se sont retrouvés à avoir 15, 20, 30 plaintes déposées par des femmes contre eux. Donc il faut que quelqu'un commence à prendre la parole, il faut que quelqu'un commence à dire ce n'est pas possible, je refuse, je ne suis pas une merde, je ne mérite pas qu'on me parle comme ça, je ne mérite pas qu'on me fasse ça, je me plaindrai. Il faut que les victimes commencent à prendre la parole. La solution du harcèlement, ce n'est pas de faire changer les agresseurs, c'est de faire changer les victimes. Et encore une fois, gardez à l'esprit que souvent, les agresseurs ont été ou sont encore souvent des victimes. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Bonjour, je m'appelle Marie. J'avais pas mal de choses à dire. Déjà, la première chose que j'avais à dire, c'est que j'ai l'impression que dans les collèges, de toute façon, on n'a pas réellement de liberté d'expression, on n'est pas réellement écouté. Donc, dire de se réfugier auprès d'un adulte pour dire ce qu'on vit, finalement, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose, du moins de ce que j'ai connu. Et c'est donc aussi pour ça qu'on en vient au sujet des réseaux, ce qui fait qu'on se réfugie en fait sur les réseaux, déjà pour pouvoir donner son avis et pour aussi finalement retrouver des gens qui vivent la même situation que nous quand on a des difficultés ou des choses comme ça. Et au final, les réseaux sont même, je pense pour plusieurs personnes, des appuis. C'est là où on se dit que dans la vie de tous les jours, on n'a personne avec qui réellement parler de ce qu'on pense ou qui se trouve vraiment dans la même situation que nous ou quelque chose qui se rapproche. Donc au final, les réseaux sont un soutien. Après, évidemment, les réseaux ont aussi des effets néfastes, comme vous avez dit. Mais finalement, les réseaux, ça nous aide, entre guillemets, mais il y a aussi des discriminations ou des choses comme ça sur les réseaux. Et le problème de base, c'est d'avoir fait en sorte que la jeunesse ne puisse pas réellement s'exprimer dans les collèges ou en tout cas soit défendue par des adultes, ce qui fait que forcément, les réseaux se sont retrouvés à être un point positif, mais aussi à être un point négatif, où les jeunes pouvaient aussi s'exprimer, mais là, de manière mauvaise pour leur entourage et pour les autres qui reçoivent tous ces commentaires méchants, haineux ou des choses comme ça. Ben oui, à mon avis, enfin, peut-être d'autres veulent intervenir sur ce que vient de dire votre camarade. Oui, il y a une jeune fille là. Bonjour, moi je m'appelle Léopoldine et aujourd'hui, maintenant, les réseaux, c'est incontrôlable parce que certes, il y a des boutons comme le signalement, mais ça marche pas vraiment parce qu'il faut que au moins beaucoup de personnes le signalent parce que sinon ça fait aucun effet. Et du coup, c'est devenu incontrôlable et on ne peut pas gérer. Et pour résoudre ce problème, il faudrait créer des emplois dans le monde du numérique qui puissent faire en sorte que ces problèmes ils soient réglés. Et voilà.
Oui. Tu as un micro devant toi, tu peux. Moi, je voudrais parler, je pense que vous avez tous entendu l'histoire de la petite Lindsay Oui. qui passe énormément sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup dire qu'elle a eu aussi été harcelée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux restent quand même des applications assez bien. Ça nous permet de nous divertir, de partager notre joie, de trouver des informations qui nous sont utiles dans la vie, hein. On trouve beaucoup d'informations vraiment bien. Mais je trouve qu'on ne fait pas assez de choses au niveau des réseaux sociaux, pas assez de prévention, ce qu'il faudrait plus en mettre. Quand on installe l'application et qu'on nous crée un compte, on a juste à aller jusqu'à la fin de la page pour pouvoir accepter les conditions d'utilisation. Malheureusement, personne ne les lit, hein. Même moi, je ne les lis pas parce que je pense que... Même nous, je te rassure. Et personne n'en a conscience de ces conseils et même de tout ce qu'il y a. Et je pense que un signalement n'est pas un blocage ou un signalement n'empêche pas la rediffusion d'une certaine publication qui pourrait nous faire... Mais tu crois que si les adultes au sein des collèges faisaient plus de prévention auprès de vous, si on vous disait attention, n'utilisez pas tel réseau social par exemple, ou s'il y a plus de tant personne, méfiez-vous de la personne qui est derrière, on ne sait jamais qui c'est derrière un pseudo, tu crois que vous feriez plus attention ? Je pense que oui, parce qu'au collège, on a interdiction de toucher aux réseaux sociaux pendant les heures de cours, la récréation. Dans mon collège, en tout cas, c'est comme ça. Malheureusement, quand on parle à quelqu'un, même moi, j'ai des amis virtuellement je ne connais pas beaucoup, mais on ne sait jamais avec qui on parle derrière un écran. On ne sait pas si ça peut être, je suis désolée du terme, mais un pédophile, une personne malhonnête, une personne mal en fait. On n'est jamais assez protégé. Sur les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, absolument tout, mais on finira toujours tout ce qu'on dit finira toujours par être relevé. La vérité est toujours va toujours éclater. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, à ce qu'on dit, et il faut vraiment avoir plus de prévention. Alors comment tu expliques que toi, tu as l'air sensible à ce sujet de prévention ? Malheureusement, j'ai eu des vidéos de moi qui sont tournées sur les réseaux sociaux et notamment dans mon collège, ce qui m'a fait une réputation assez mal pour moi. Je me suis sentie mal dans ma peau. C'est pas pour autant que j'ai arrêté les réseaux sociaux parce que j'avais quand même ce sentiment de regarder les autres se divertir. Ça me rendait une partie heureuse, oui. Mais j'ai été très très impactée. C'est-à-dire que dans mon collège, ça parlait. Encore même dans ma classe, ça en parle actuellement. Oui. C'est, je pense, un sujet qui devrait vraiment être en parlé. Beaucoup d'enfants n'en parlent pas et c'est important. D'accord. Oui, Monsieur Tisseron, après je vais donner la parole aux jeunes. Et nos jeunes de la Lausière, peut-être. Attendez, juste une réaction de Monsieur Tisseron. Oui, il y a des gens malveillants sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens surtout qui ne connaissent pas l'impact qu'il y a pour des humains à communiquer sans se voir, à distance. Et c'est normal parce que depuis que l'être humain existe, c'est quand même très nouveau qu'il soit amené à communiquer à distance. Il y a eu le courrier, et puis il y a eu le téléphone, puis maintenant les réseaux sociaux, les SMS, les mails, tout ça est très récent. Et je vais vous raconter une petite histoire, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans votre collège, mais je suis souvent interrogé par des directeurs d'établissement qui me disent, voilà, expliquez-nous pourquoi nos élèves se quittent bons copains le vendredi en fin d'après-midi et pourquoi le lundi, en se retrouvant, ils se tapent sur la figure. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est simple, parce que le samedi et le dimanche, ils n'ont pu interagir qu'à travers les réseaux sociaux. Vous allez me dire pourquoi ils ne se sont pas retrouvés en présence physique ? Ben parce que souvent c'est compliqué. Dans les grandes villes, il n'y a pas d'espace où des jeunes peuvent se retrouver. Il n'y a pas, les cours de récréation sont en règle générale fermés, les gymnases sont fermés. Voilà, il y a des activités payantes, mais ça ne concerne pas tous les copains qui ont envie de se retrouver, tous les potes. Et donc du coup, ils interagissent via les réseaux sociaux. Or, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Ben, vous le savez très bien, on ne peut pas réguler la communication avec les mimiques, avec les gestes de nos interlocuteurs. On commence à dire un truc et puis on va trop loin
parce que on n'a pas le feedback, comme on dit, hein, c'est-à-dire le retour du regard, le retour des mouvements de bouche, le retour des mouvements de corps qui vous indiquent à tout moment si vous pouvez continuer à dire une chose dans le même sens, par exemple du mal ou du bien de quelqu'un, ou si vous devez peut-être arrondir un peu parce que votre interlocuteur ne paraît pas vous suivre du tout. Sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas que votre interlocuteur ne vous suit pas, vous allez trop loin, il se braque, il vous dit quelque chose qui vous paraît dur et mal et comment dire, et agressif, vous devenez agressif à votre tour, et c'est comme ça que les Américains parlent de flammoir, de guerre flamboyante, hein, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, le but c'est même plus de se faire comprendre à un certain moment, c'est d'écraser la tête de son adversaire sous le talon. Voilà. Et ça, c'est une logique des réseaux sociaux. C'est ça qu'on se bat. Moi, j'ai fondé une association qui s'appelle 36912 hein, pour initier les enfants aux enjeux du numérique. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'en maternelle, les enseignants invitent les élèves à maternelle et élémentaire, invitent les élèves à parler d'un sujet, n'importe lequel. Ils choisissent un sujet, ils se mettent en face à face, 2 élèves, ils parlent pendant 5-10 minutes. Après, ils se retournent, ils parlent dos à dos. Mais je peux vous assurer qu'après avoir parlé 1 minute en dos à dos, ils ne se comprennent plus. Il y en a un qui se retourne et qui dit « mais tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends rien, etc. » C'est la logique des réseaux sociaux. Il faut absolument que vous compreniez que les réseaux sociaux, c'est une machine à fabriquer des quiproquos. C'est une machine à fabriquer des quiproquos. Merci beaucoup et merci en tout cas pour ton témoignage courageux. Est-ce qu'il y a une réaction ici parmi les jeunes étudiants qui sont juste à côté de moi? Non? Par là, alors il y avait beaucoup de choses. Je vais tendre mon micro. Bonjour, je m'appelle Valentine. Alors c'est vrai que beaucoup de gens utilisent les réseaux pour critiquer ou harceler des personnes parce que c'est plus simple de faire ça quand on n'a pas la personne en face parce que c'est moins compliqué. Et donc c'est vrai que des interventions dans les collèges seraient bien pour faire de la prévention. Mais je pense que ça nous parlerait plus si c'était des personnes qui l'avaient déjà vécu et qui nous... des témoignages. Parce que souvent ce sont des personnes qui nous préviennent, mais on ne sait pas s'ils nous comprennent vraiment parce qu'ils ne l'ont pas forcément vécu. Donc je pense que une personne harcelée aussi, ce serait bien de savoir ce qu'elle a ressenti et nous faire passer le message. Bonjour, je m'appelle Simone. Moi, en fait, notre génération a grandi avec les réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Et donc, je pense qu'il faudrait prévenir les jeunes de pas y aller trop tôt. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait faire des interventions, mais même au primaire, au primaire, parce que dès le primaire, on va sur les réseaux sociaux et c'est un effet négatif en grandissant. Alors, je vais dans l'ordre, mais je vais... Ah oui, vas-y, tu as le micro. Alors, je trouve qu'aussi avec les réseaux sociaux, pour les montages, etc., c'est beaucoup plus simple de faire des diffamations et aussi de détourner des conversations et essayer de les changer, etc., ou de faire des montages sur certaines personnes. Encore un effet néfaste. Attends, je vais donner la parole. Bonjour, je m'appelle Pauline et je viens du collège Notre-Dame à Reims. J'aimerais juste dire que les réseaux sociaux, pour nous, c'est un échappatoire, si on peut dire ça. Et on fait aussi beaucoup de rencontres sur les réseaux sociaux, mais en effet, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Mais pour revenir sur le cyberharcèlement aussi, que ce soit pour le cyberharcèlement ou le harcèlement, la personne concernée ne peut pas forcément... en général, on se dit, est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou juste des petites moqueries qui vont passer? Et du coup, on se dit, ça sert à rien d'en parler, l'harceleur va arrêter, c'est juste une petite moquerie, ça sert à rien. Et au final, ça continue et on n'ose jamais en parler. Et malheureusement, des fois, il y a des personnes qui se suicident à cause de ça. Et c'est vraiment malheureux parce que on devrait beaucoup plus en parler. Et des campagnes de prévention faites par des victimes seraient vraiment une très bonne idée. Vous avez le 30-20, le numéro, vous pouvez noter le 30-20, parce que ça, justement, ne pas en parler, non, il faut pas, il faut absolument, je vous invite tous, là, si vous avez le moindre doute, vous en parlez à quelqu'un, si vous disiez les adultes du collège, c'est peut-être difficile, quelqu'un à distance, à distance, il y a le téléphone, il y a des personnes au bout du téléphone qui vont pouvoir vous informer et faire en sorte que vous soyez aiguillés. Mais en tout cas, garder quelque chose dans son cœur sans l'évoquer,
c'est jamais une bonne solution. Bonjour, je m'appelle Émile Lardière, en 4e M à Notre-Dame. Je voulais dire que je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est trop compliqué de bloquer les personnes quand ils ont fait quelque chose de mal. Bonjour, moi je m'appelle Léopoldine. Et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des influenceurs qui sont célèbres et que les jeunes aiment bien. Mais ils font déjà certains de la prévention, mais ça existe pas beaucoup. Mais ça existe aussi sur des sites officiels du gouvernement ou d'autres. Mais ça parle pas vraiment à des jeunes. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle pas sur des sites. Il faudrait plutôt que ce soit des gens qui sont plus connus, célèbres et que les jeunes aiment bien. Et pour moi, ça marcherait peut-être mieux que sur des sites. Merci. Je vais prendre un dernier témoignage parce qu'il va falloir qu'on avance. Bonjour, moi je m'appelle Juliette et je suis du collège Notre-Dame à Reims. Donc moi j'ai trouvé ton témoignage très courageux et je voulais te féliciter parce que je trouve ça bien de parler de ça, surtout avec une personne qui l'a vécu. Et je pense aujourd'hui que les adultes qui sont plus vieux, notamment notre famille ou autres, ne s'intéressent pas assez aux réseaux sociaux et ont plus tendance à critiquer, à ne pas assez nous comprendre ou à ne pas vouloir savoir pourquoi on va sur les réseaux sociaux ou même à ne pas vouloir tout simplement s'intéresser à pourquoi on fait certaines choses sur les réseaux. Et je trouve ça bien je voudrais qu'on soit plus soutenu par les adultes et plus compris par notre famille et moins critiqué et mal vu envers les adultes sur notre génération qui est accro au réseau, entre guillemets. Merci beaucoup. Je crois que les adultes cherchent avant tout à vous protéger et oublient tous les côtés positifs. Oui, monsieur Tisseron. Oui, alors, je dirais une bêtise, mais enfin, je vais essayer d'expliquer que c'est pas si bête que ça. C'est compliqué, les réseaux sociaux. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça marche plus souvent à travers des messages de haine, des messages de violence, qu'à travers des messages pacifiques ou des messages de collaboratifs. Alors effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de parents, beaucoup d'adultes, beaucoup d'enseignants qui ne se préoccupent pas tellement de ce que font les jeunes sur Internet. Ce que j'ai dit là, ils se préoccupent du temps qu'ils y passent, parce qu'à la pendule, c'est facile à mesurer, ils ne se préoccupent pas tellement du contenu. À leur décharge, les contenus ont tellement changé que c'est difficile pour beaucoup d'adultes de se représenter ce que font les jeunes avec les outils numériques. S'agissant de vos enseignants, d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais proposé que les enseignants, en début d'année, demandent qui parmi leurs élèves accepterait d'être leur coach numérique. Vous savez, un coach, c'est quelqu'un qui explique ce qu'il connaît à quelqu'un qui ne le connaît pas. Et donc voilà, un coach numérique, ça pourrait être tout simplement un élève, 2 élèves qui expliquent régulièrement à l'enseignant où ça en est le numérique. Qu'est-ce que c'est TikTok, quel est le dernier youtubeur à la mode, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors ça n'a pas marché en France. J'avais proposé à Najwa Belkacem, qui était l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Ça a formidablement bien marché en Suisse, sur le canton de Vaud, où actuellement, dans toutes les classes, il y a des coachs numériques qui font l'objet d'élections. Voilà. Donc déjà, les parents, vous avez raison, les parents, les adultes, etc. Il ne faut pas non plus minimiser les algorithmes. Les algorithmes aujourd'hui, sur Internet, encouragent indirectement les messages de haine. Donc c'est important que vous connaissiez tous mieux le fonctionnement des réseaux sociaux. Pour le dire très vite, très vite, la logique des réseaux sociaux, pour les fabricants, leurs fabricants, c'est pas de fabriquer de la haine. Ils le disent. Ils disent, nous, on n'a pas intérêt à ce que Facebook et Twitter, ce soient des lieux de haine. Oui, ils n'ont pas d'intérêt direct, ils ont un intérêt indirect. Pourquoi ? Parce que, comme ils ne vivent que de la capture des données personnelles, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais comment faire pour que les gens échangent plus de données personnelles ? Et ces chercheurs ont montré que quand on se retrouve sur des valeurs clés importantes, par exemple, défendre la même personnalité politique ou le même parti, adhérer au même club de musique,
se passionner pour les chevaux. Quand on partage quelque chose d'important pour soi avec d'autres, on a beaucoup plus tendance à échanger des banalités avec ces gens, les recettes de cuisine qu'on fait, les films qu'on va voir, là où on va en vacances, etc. Donc du coup, la logique des algorithmes, c'est de regrouper les gens par grande conviction. Mais quand vous êtes regroupé par grande conviction, ben vous courez le risque de ne trouver que des gens d'accord avec vous. Et donc, du coup, vous allez envoyer des messages de haine à tous ceux qui sont d'un autre groupe. Vous allez vous sentir très, très bien dans votre petit cocon. Et vous allez envoyer des messages de haine partout à l'extérieur. Et on se sent très fort parce qu'on est nombreux dans ce cocon. Pardon ? On se sent très fort parce qu'on est nombreux, on est se sent plusieurs. très fort, on se sent très fort parce qu'on a l'impression que tout le monde est d'accord avec nous, parce que quand dans votre petit cocon vous dites, je sais pas moi, telle loi elle est idiote, vous recevez plein de retours, de robots d'ailleurs parfois et de personnes réelles d'autres fois, qui disent oui, oui, tu as raison, c'est bien, je suis d'accord, etc. Et du coup vous pensez que le monde entier est d'accord avec vous, alors que c'est votre petit groupe. Et du coup, le risque c'est que les étrangers, ceux qui sont à l'extérieur du groupe, apparaissent encore plus bizarres, étrangers, malsains, et le risque de les attaquer. Mais il y a une troisième chose importante, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler du cerveau, après, il faudra s'arrêter. c'est que vous compreniez comment votre cerveau fonctionne, comprendre comment votre cerveau fonctionne face aux outils numériques. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Monsieur Tisseron. Merci, Anthony Euzet. Si vous devez partir, n'hésitez pas. Je sais que vous avez un train à prendre. On a évoqué d'ailleurs le fait de s'engager pour dénoncer, par exemple, un harcèlement. Et l'engagement, c'est vous qui allez nous en parler, William Tins. Il peut y avoir plusieurs formes d'engagement. Oui. Vous pourriez répéter la question ? On va parler de l'engagement et vous allez expliquer la diversité de formes que peut prendre l'engagement. On peut s'engager de plein de façons différentes au quotidien. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis quelqu'un d'engagé dans mon travail, à l'université, dans mes recherches. Mon travail consiste à améliorer les conditions sociales d'existence des gens les plus fragiles. Donc ça, je l'ai trouvé avec le temps qui a passé, puis à travers le chemin que j'ai emprunté. Si je vous dis ça, c'est pour déjà vous faire comprendre que c'est quand même plus sympa dans la vie de savoir pourquoi on est là, et c'est quand même plus sympa dans la vie de savoir que c'est plus intéressant de s'engager. Donc moi, je vais essayer de répondre à votre question de la diversité des engagements, mais je me dis, j'étais avec Gianni tout à l'heure et je me disais, est-ce que tout le monde sait ici déjà pourquoi c'est intéressant de se poser la question de savoir ce que c'est que de s'engager, en quoi c'est intéressant de s'engager, pourquoi il faut s'engager. Alors un sociologue, évidemment, il a envie de parler de ça déjà pour commencer, avant de parler de la diversité des engagements. Moi, je voudrais que tout le monde ait conscience de quelque chose qui peut-être est facile à comprendre et que c'est tellement évident qu'on oublie même de le rappeler, quoi. En fait, on est vraiment dans un temps nécessaire et urgent de l'engagement parce que vous l'avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, d'une manière ou d'une autre. Vous vivez dans une société où il y a une augmentation de l'individualisme, du repli sur soi. Vous êtes dans une société où il y a une augmentation de l'individualisation. L'individualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est « je pense me comporter d'abord en pensant à moi ». On pourrait appeler ça l'égocentration, etc., etc. On est aussi dans une société où il y a un culte de la performance, c'est-à-dire il faut réussir, et peut-être que ça va aboutir à des comportements qui font qu'on va écraser l'autre, ou on va vouloir le dépasser. On est aussi dans une société où il y a un développement de l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est « je fais ce que je fais en pensant d'abord à ce que l'autre va penser de ce que je fais ». C'est-à-dire, je fais ce que je fais pour pouvoir en faire la publicité, pour pouvoir le faire savoir. Je ne le fais pas d'autre dessein que celui-là. Je le fais pour montrer à l'autre que j'en suis capable. Donc ça, ce n'est pas vraiment un engagement, si je puis dire. Et on est aussi dans une société où il y a une augmentation de la pauvreté. Il y a plus de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là, c'est pareil. C'est aussi une explication de ce pourquoi il faut s'engager. On est aussi dans une société qui est ségrégée. Une société qui est ségrégée, ça veut dire c'est une société dans laquelle les gens semblables se regroupent. Des élèves de milieux sociaux semblables se regroupent dans les mêmes classes, dans les mêmes établissements,
les gens qui ont telle disposition politique se regroupent avec des gens qui leur ressemblent. Ça, on pourrait se dire, bah, et alors où est le problème? Les gens se retrouvent avec des gens qui sont leurs semblables. Mais le problème, c'est que ça sépare et ça ségrègue une société. Et tout ça, ça fait que les liens sociaux sont beaucoup plus durs et sont beaucoup plus calcifiés. Et toutes ces raisons que je viens d'évoquer sont des raisons qui justifient qu'il faille urgemment s'engager. J'en donne une dernière, car derrière toutes ces raisons, il y a des diversités d'engagement. On est aussi dans une société où le temps s'accélère. Alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de le faire comprendre facilement. Dans cette société qui est la nôtre, mais on ne va pas trop complexifier le débat, il y a eu des améliorations techniques majeures pour se déplacer, pour communiquer, etc. C'est super, hein. Moi, je ne suis pas le vieux réac qui va dire que c'est pas bien. Et là, le fait, c'est que cette accélération technique, cette accélération du temps, ça fait que vous, comme moi, comme mes enfants, comme la plupart des gens qui sont ici, ils ont un rapport au temps qui est complètement différent. Ce rapport au temps, c'est quoi? Pour le simplifier. Quand on fait quelque chose, on veut que les résultats soient beaucoup plus rapides. Pourquoi? Parce que justement, autour de nous et dans notre existence, il y a une accélération du temps. Et tout ce qui prend du temps, des mois, des années, c'est quelque chose qu'on a tendance à rejeter progressivement. Pourquoi? Parce que c'est pas en accord avec le reste de la vie, c'est pas en accord avec la communication qui va super vite. Et donc on se dit, ah non, ces choses qui vont mettre du temps, des semaines, des mois, des années, moi je vais tendance à avoir les délaisser, parce que c'est pas en accord avec le reste de ma vie, justement. Un reste de la vie qui fait qu'il faut s'engager le plus vite possible. Et il faut que les résultats soient les plus opérants le plus possible. Donc, derrière toutes ces raisons qui expliquent pourquoi on est dans un temps de l'engagement urgent, toujours plus urgent, il y a une diversité de formes d'engagement. Mais il ne s'agit pas de le dire, de déclarer « il faut vous engager, c'est beaucoup mieux de s'engager ». Il faut comprendre pourquoi. En fait, l'homme est un animal social qui n'existe que dans le regard d'autrui. C'est un peu comme la beauté. C'est un peu comme la laideur. Elle n'existe que parce qu'elle se trouve dans le regard de celui qui regarde quelqu'un d'autre. Et en même temps, l'individu n'existe que parce que des autrui le regardent. Plus on est dans une société individualiste, où il y a une accélération du temps, ségrégée, etc., plus ce regard, ou j'ai envie de dire plutôt, moins ce regard a d'influence sur l'identité des gens. Et du coup, si tout ça s'accélère, si tout ça n'est pas compensé par des engagements d'adultes, d'individus plus jeunes, plus ça va avoir des répercussions sur le lien social, et donc plus les gens vont s'isoler. Et là, on commence à le remarquer. D'une façon statistique, indiscutable, augmentation des épisodes dépressifs chez les gens, des épisodes de solitude. Il y a de plus en plus de jeunes qui se sentent seuls, bien qu'étant en relation avec les autres. C'est pour ça qu'il y a une urgence du temps de l'engagement. Mais, et je finis là-dessus, s'engager c'est dur parce qu'il faut trouver le sens, il faut trouver sa cause. Et souvent on trouve sa cause en fonction de ce qui nous est arrivé. Donc j'ai été attentif à ce que tu as dit. Mais s'il ne nous arrive pas grand-chose dans la vie, quoi, on s'engage pourquoi finalement? Et il y a plein de gens à qui il n'arrive pas grand-chose dans la vie. Donc, qu'est-ce qui va déclencher leur engagement? C'est déjà des participations citoyennes. C'est déjà d'être sensibilisé grâce à des profs, des amis, des collègues, des pairs. Et donc, il faut communiquer ces causes. Il faut communiquer les raisons qui font que moi, je m'engage pour ça. Il faut écouter les témoignages des gens qui s'engagent. Parce que c'est ça qui peut être générateur d'un engagement. S'il n'y a pas ça, dans la vie de gens qui n'ont pas d'occasion de s'engager, on va rester sur le côté. Et finalement, on va vivre sa petite vie, il ne va pas nous arriver grand-chose. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Donc il y a des degrés d'engagement, et le premier degré, c'est la participation, et pouvoir bénéficier des témoignages des gens qui ont des raisons de s'engager. Ça tombe bien, parce que nous allons tout de suite donner la parole à deux jeunes filles qui se sont engagées et qui continuent à s'engager. Alors on va commencer peut-être avec Marie Poisson, puisqu'on t'a brièvement entendu tout à l'heure. Marie, donc ce sont deux jeunes qui sont un peu plus âgés que vous,
mais qui s'engagent et qui trouvent le temps malgré leurs activités. Alors Marie, est-ce que tu peux nous redire ce que tu fais aujourd'hui? Tu es étudiante, où et en quoi? Alors moi j'étudie les relations internationales, ce qui en gros c'est comme des sciences politiques, de la science politique mais appliquée plutôt à un niveau, au niveau du monde, donc très global. Donc ça inclut beaucoup d'éléments de sociologie, d'anthropologie, de géographie humaine, donc c'est beaucoup de questions sur le droit des gens et comment en quelque sorte construire une société planétaire meilleure. C'est très intéressant. Et en plus de tes études, donc tu t'es engagée dans diverses associations, tu peux nous dire lesquelles? Alors j'ai la chance à travers mon université d'avoir, il y a plus de 300 associations étudiantes, ce qui donne évidemment une diversité assez sympa. Et donc moi je suis engagée beaucoup dans tout ce qui est cause du féminisme. Donc mon association étudiante c'est l'association de féminisme intersectionnel. Et donc énormément de questionnements sociaux, mais aussi au sein de l'université, comment améliorer l'expérience de tout le monde et créer des conditions favorables à l'éducation malgré nos différences. Et la deuxième, c'est évidemment, pas du tout évidemment, mais c'est la lutte anti-racisme aussi au sein de l'université et à l'extérieur. Et en dehors de ça, je fais du bénévolat depuis presque 3 ans maintenant dans une association qui distribue de la nourriture à des SDF dans la rue. C'est un mélange de plats chauds et de denrées alimentaires. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Moi, ça m'apporte beaucoup de joie, justement. C'est ce dont on a parlé pendant toutes ces 2 dernières heures. J'apprends énormément et je pense que ça ne va pas du tout que dans un sens. C'est un apprentissage qui va dans les 2 sens. Et donc, moi, j'apprends beaucoup, peu importe avec qui je travaille ou avec qui je fais du bénévolat. Et ça me permet beaucoup de cultiver de la gratitude, énormément de gratitude et du bonheur. Et j'ai l'impression aussi que, enfin c'est un fait, j'apprends énormément d'un point de vue intellectuel. Ça aussi contribue à me faire grandir en termes de maturité et voilà, une évolution positive. Tu n'as pas l'impression que ça prend trop de temps sur tes études? Si, mais je pense que ça en vaut la peine. Après, moi, ça m'a causé aussi beaucoup d'anxiété et donc ça m'a aussi poussée à commencer à voir un psychologue pour comprendre ce qui se passait en moi et comprendre mes réactions par rapport au monde et pourquoi est-ce que je le prenais autant à cœur en quelque sorte. Mais je pense qu'une fois qu'on commence à être un peu dans un rythme, on finit par trouver cet équilibre entre engagement, surtout quand c'est une cause par laquelle vous êtes passionné, l'université, votre travail ou peu importe, et aussi évidemment votre vie personnelle parce que c'est tout aussi important. Et t'engager dans ces associations, ça t'apporte quelque chose dans tes études? Oui, mais c'est aussi parce que mes études sont très liées à tout ça, mais du coup dans tout ce qui est mes recherches, vu que mes études sont assez théoriques et beaucoup de recherches académiques, ça apporte aussi un aspect pratique et une connexion au monde et aux gens autour de moi. Et j'ai commencé, enfin, ma première année à l'étranger d'études était pendant la pandémie, donc dans un moment aussi d'isolement assez important. Et donc ça a aussi contribué à améliorer mes études parce que ça m'a donné un peu de... Ça a permis de respirer, d'avoir cette ouverture sur le monde, même dans un moment où ce n'était pas forcément évident. Ça, ce sont tes engagements actuels. À quel âge tu as commencé réellement à t'engager? C'était quoi ton premier engagement? Je viens d'une famille où les gens sont très politisés et très activistes, donc je pense qu'il n'y a pas forcément une date que je peux poser. Tu as été déléguée, par exemple? J'ai été déléguée et éco-déléguée. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce n'était pas une très grosse réussite dans mon... Ça existe toujours, éco-déléguée? Oui. Yay. C'était super intéressant, mais c'était aussi... ça m'a demandé beaucoup de courage de me présenter devant toute une classe avec un programme. J'avais l'impression de faire un truc hyper stressant. Et sinon, je suis végétarienne depuis assez longtemps et je pense que c'est aussi une forme d'engagement parce que c'est pas forcément un choix qui est facile et c'est quelque chose qui permet de remettre en question beaucoup de ses habitudes et de regarder le monde autrement. Mais je pense que ce que vous faites aujourd'hui en étant ici, c'est aussi de l'engagement évidemment parce que c'est se poser la question de comment changer la société, comment évoluer soi-même. Et donc voilà, l'engagement, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez mettre une date avec une action précise. Ça peut être aussi tout un changement d'état d'esprit et un cheminement intérieur.
Merci beaucoup, Marie. Alors, il y a déjà des questions. Je voulais donner la parole. Est-ce que c'est une question sur l'engagement en général ou sur Marie? Alors, je voudrais qu'on entende un deuxième témoignage et après, je te donne la parole. Je voudrais qu'on entende le témoignage d'une autre étudiante, donc Hachimia Aboubacar. Bonjour. Tu peux nous dire ton âge? J'ai 23 ans. Tu es étudiante? C'est ça. Alors, j'ai un accent marseillais, comme vous pouvez l'entendre. Donc... Pas encore, mais on va l'entendre. Sur la gêne. 23 ans, donc je suis étudiante en droit. Je suis engagée. Mon engagement, il a commencé... alors, officiellement, il a commencé en politique. Et souvent, c'est le contraire. C'est d'abord associatif, après politique. Mais pour moi, ça a été la politique d'abord et j'expliquerai pourquoi. Je précise que je ne suis pas là dans un but politique et je respecte le cadre de cet événement. Mais il a d'abord commencé par la conscience, en fait. Je ne sais pas c'est qui parlait de ça tout à l'heure. C'est le fait de me rendre compte de la société dans laquelle je vis et des enjeux. Parce que même si certains enjeux sociétaux, environnementaux ne nous concernent pas ou on estime qu'ils ne nous concernent pas, on est impacté. Et si ce n'est pas nous qui sommes impactés, ça sera les générations futures. Et je ne parle pas seulement que d'écologie, parce que quand on parle de générations futures, on a tout de suite l'écologie, mais il n'y a pas d'engagement et de cause meilleure qu'une autre. Donc, la politique, comment ça s'est fait? C'est une personne adulte, et ça c'est très important, l'intergénérationnel, la bienveillance des adultes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai été invitée dans une tribune, voilà, je suis en face de jeunes, sur une table avec des adultes, et c'est ce qu'il faut faire parce que les jeunes doivent aussi avoir le même espace d'expression que les adultes. C'est pas normal aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, mais il n'y ait qu'un seul jeune qui est moins de 30 ans. Après ça, bon, il y a d'autres causes et d'autres raisons. Hein. On parlait du vote à 16 ans tout à l'heure. Mais moi, ça a commencé en politique parce qu'il y a une personne adulte qui m'a dit, écoute, tu as des capacités à te lancer en politique, à convaincre, et je vais t'aider à faire en sorte que ça soit le cas. Sans cette personne-là, je ne saurais pas déjà qu'est-ce que c'est que la politique, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là. J'aurais pas la confiance en moi aussi de m'engager parce que ça fait peur. Alors surtout en politique, voilà, il y a de l'autocensure chez les jeunes vis-à-vis de l'engagement de façon générale. Ils se sentent pas légitimes de le faire parce qu'on leur tend pas assez la main. Donc voilà. Par la suite, j'ai été concernée personnellement par des événements qui se sont aussi reproduits récemment parce que à Marseille, on connaît actuellement voilà, une situation très difficile par rapport aux violences. Et il y a trois jeunes qu'on accompagnait dans le cadre de mon association qui ont perdu la vie. Donc ça me rappelle encore une fois pourquoi je m'engage, même si c'est difficile, même si parfois on n'a pas le temps de le faire, mais il y a toujours ce pourquoi, c'est pourquoi. Et c'est ce qui fait que on trouve toujours le temps, on trouve toujours la force, malgré que ce soit difficile, parce que je tiens à le dire, il faut s'engager, mais il faut comprendre que s'engager, ça nécessite beaucoup de capacités personnelles. Je préfère le dire, c'est pas pour vous faire peur, mais si vous voulez, tout à l'heure j'entendais quelqu'un, je sais plus c'était quoi, mais on ne peut pas s'engager, étudier, etc. Parce que je fais d'autres choses à côté de mes études et de l'engagement. Je suis aussi, je fais du cinéma en tant que figurante et j'ai des petits rôles dans des courts-métrages. Je fais aussi du sport dans mon temps libre, voilà. Si j'arrive à faire ça, c'est parce que je me suis développée personnellement. Donc je parle du développement personnel parce que c'est le cœur de la mission de mon association, l'Institut élémentaire, que j'ai fondé en début d'année. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre des personnes qui sont victimes d'inégalités sociales, notamment les personnes handicapées, les personnes qui vivent dans les zones rurales et les personnes qui vivent dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Et on leur apprend avec des outils pédagogiques innovants comment s'émanciper par elles-mêmes de
de leur blocage, de leur situation, de leur manque de confiance en eux. Et pourquoi le développement personnel a un rapport avec l'engagement? Parce que il faut investir sur soi-même pour être un maximum utile aux autres. Et moi, comment j'arrive à faire tout ce que je fais? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Ben, c'est très simple, je suis organisée. Voilà, déjà, ça c'est une première chose. Je suis surtout passionnée par ce que je fais. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai énormément de causes qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je fais ce que je fais. Je suis totalement contre l'égocentrisme, etc. Moi d'ailleurs, ça m'arrive souvent qu'il y ait des journalistes qui viennent me voir et que je refuse parfois des articles ou des plateaux TV. Bon, j'en ai fait quand même un récemment, je l'avoue. Mais pourquoi? Parce que ça dépend du média. Donc j'applique beaucoup mes valeurs et mes principes à l'engagement. Mais c'est surtout parce que je pense que si on s'engage, et il y a beaucoup de jeunes qui font ça hein, de nos jours, si on s'engage pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose, pour voilà, créer une personnalité autour de nous, etc., c'est bien d'être ambitieux comme ça, mais l'engagement, il faut lui donner un sens. Parce qu'il a un sens. Et quand on est dans une situation actuelle où on ne sait pas si dans 5 ans on pourra sortir, allez, peut-être dans 10 ans on pourra sortir tranquillement chez nous, parce qu'on ne sait pas en fait si ça sera possible par rapport au climat. Quand je parlais des violences à Marseille, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, hein, je suis désolée de le répéter. En fait, on est dans un temps où dans un contexte où on n'a pas le temps de s'engager de façon superficielle. Il faut vraiment le faire avec de la sincérité et beaucoup de force. Voilà. Merci beaucoup, Hachimia. Je vais donner tout de suite la parole. Alors, vous m'entendez? Alors, on est venu ici pour parler principalement de l'engagement. C'est surtout ça qu'on va parler. C'est comment développer cet esprit qui pousse à s'engager, surtout chez les jeunes, et comment développer cet esprit citoyen. Et bien, nous avons surtout réfléchi, c'est qu'il faudrait instruire ça depuis un très jeune âge, comme vous l'avez dit précédemment, dans les classes de maternelle, et prendre par exemple 1 heure toutes les 2 semaines pour réaliser des actions citoyennes, mais pas théoriques, plutôt pratiques. Par exemple, je suis en 3e au collège La Lausière et nous faisons partie d'une classe citoyenne basée sur le volontariat, donc nous nous sommes engagés et nous réalisons des actions citoyennes, par exemple de solidarité intergénérationnelle, en faisant par exemple des jeux avec les personnes âgées qui sont un peu laissées de côté et qu'on a mis dans un EHPAD, etc. C'est vrai qu'on laisse aussi un peu de côté les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas tellement dans la vie active. Et comment pousser les jeunes à s'engager plus, c'est ça? Eh bien, je pense que ça devrait être justement développé avec l'école, qui peut être un lien entre le monde des citoyens, des adultes et le monde scolaire. C'est-à-dire que en créant cette éducation qu'on peut inclure dans le programme de MC par 2 heures toutes les 2 semaines, on peut amener les adolescents, les enfants à faire un premier pas dans le monde qui les relie à celui des adultes, et donc à aller plus vers les gens, à s'engager plus, etc. Oui, attends. Bonjour, je m'appelle Valentine. Je pense aussi, on nous demande de nous engager et je trouve ça très important. Mais beaucoup d'associations sont réservées souvent aux plus de 16 ans ou aux majeurs. Et du coup, il y a beaucoup d'associations où on ne peut pas s'engager parce qu'on n'a pas l'âge. Et je pense qu'il faudrait créer des associations qui appartiennent au collège. Bien sûr, on pourrait s'engager ou pas, mais où on pourrait vraiment le faire sans avoir une limite d'âge. Pas bête, des associations de collège. Bonjour, je suis Salomé Fanucci du collège de Notre-Dame.
Vous nous avez parlé d'engagement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne s'engagent pas pour plusieurs raisons. Une des premières, nous ne savons pas comment. Et comme Valentine l'a dit, on ne peut pas s'engager dans certaines associations car nous n'avons pas 16 ans. Je trouve ça réellement malheureux parce que beaucoup d'élèves de notre âge ne s'engagent pas. Ne s'engagent pas dans des causes qui devraient être défendues par des jeunes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Émile Lardière. Du coup, c'est bon. Ah oui, je pense surtout qu'il faudrait faire une association où on n'est pas obligé de venir, mais faire une association où toutes les écoles participent dans toute la France. Quelqu'un d'autre par là? À la tribune. Ouais. Alors, du coup, ça marche. Bonjour, je m'appelle Amira Merad et je viens du collège Jean-François Euben. Et du coup, avec mon collège, on aimerait rencontrer des associations et du coup effectuer des heures de bénévolat encadrées. L'objectif serait de découvrir des associations spécialisées dans différents domaines et de donner les moyens de l'engagement du coup. Et on pourrait aider des associations comme Greenpeace, les Restos du Cœur, la SPA et la Croix-Rouge, etc. Voilà. Nous pourrions avoir des engagements associatifs ou des associations ou institutions partenaires de l'éducation, dont la Croix-Rouge ou des institutions militaires, comme le 13e bataillon de chasseurs alpins, qui pourraient faire des interventions dans les collèges et lycées pour nous montrer un peu ce qu'on pourrait faire dans la vie grâce aux associations, aider les personnes qui ont besoin d'aide. Qui d'autre? Il y a un micro près de toi. Après, je te redonne la parole. Bonjour, je m'appelle Marie. Tout d'abord, je souhaitais dire que je vous ai trouvées toutes les deux époustouflantes. Tout ce que vous avez dit était, à mes yeux, génial. Alors tout d'abord, effectivement, les jeunes, en tout cas la plupart des jeunes, aimeraient vraiment pouvoir aider et aller dans des associations et tout. Effectivement, il y a la limite d'âge qui est vraiment quelque chose qui pose problème en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment du coup participer à des associations, enfin aller dans des associations, etc. Ce qui est vraiment dommage, parce que je pense vraiment que les jeunes pourraient et faire évoluer les associations, mais également ce qui pourrait aider justement à améliorer la vie quotidienne en fait entre tous les jeunes en général. Et ce qui serait également une idée, ce serait de créer une association justement dédiée à la jeunesse, où on pourrait aider, je sais pas, honnêtement je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas on n'en a jamais entendu parler, où on pourrait justement aider les jeunes à faire en sorte que on puisse vraiment discuter de ce qu'on ressent, des discriminations, de la liberté d'expression, parler des droits, et quelque chose qui serait vraiment établi dans toute la France pour que les jeunes savent qu'ils pourraient réellement être écoutés et faire quelque chose. Et des jeunes pourraient eux-mêmes participer justement à cette association pour aider d'autres jeunes. Merci beaucoup. Moi, je voudrais aussi vous dire qu'il y a le service national universel qui a été mis en place, d'ailleurs moi qui vais y participer cet été. À la fin de ce service universel, vous avez passé 12 jours avec des encadrés, plusieurs élèves de votre région. Et à la fin, vous avez des heures à faire dans une association, notamment, je sais pas, la Croix-Rouge, où vous voulez. Et je crois que c'est 180 heures à faire. Vous pouvez le faire en gendarmerie, dans une caserne de pompiers. Mais c'est qu'à partir de 16 ans, non? Non, pas du tout. C'est à partir de 15 ans. Je vais avoir 15 ans au mois de juin, donc vraiment, c'est accessible à tous. Donc, en fonction des dates, c'est au niveau des vacances scolaires, la plupart du temps. La première session a eu lieu aux vacances scolaires de février. La deuxième, à chaque vacances scolaires, il faut avoir minimum 15 ans pour y participer, puis jusqu'à l'âge de 17 ans. Je pense que l'engagement, il ne fait pas non plus que dans une association. Ça peut être un engagement auprès des jeunes sapeurs-pompiers, qui est accessible à l'âge de 13 ans, qui est une belle aventure parce que vous vous engagez à apprendre un métier assez dur, donc le métier de sapeur-pompier, qui, je pense, on peut les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. Ils viennent nous sauver la vie, ils viennent nous éteindre des feux. Donc je pense qu'apprendre ce qu'ils font,
c'est impressionnant. Même moi, qui est actuellement jeune sapeur-pompier, c'est un engagement de 4 ans. Donc pendant 4 ans, vous allez faire apprendre à éteindre des feux, apprendre à faire un massage cardiaque, que je pense que beaucoup ne savent pas, les gestes de premier secours. Vraiment, c'est quelque chose de gratifiant. On a beaucoup de choses pour s'engager, pas forcément dans une association. Il y a aussi être réserviste à l'âge de 17 ans au niveau de la gendarmerie, qui peut être aussi une belle expérience. Il y a plein de choses vraiment on peut s'engager, et je pense que c'est bien de pouvoir le faire. Bravo à toi, merci. Oui, André. Oui, moi je voulais dire aussi que bon, les associations, c'est forcément formidable, hein, puisque j'en ai créé une et que j'appartiens à beaucoup d'autres associations. Mais vous avez plein d'engagements possibles. Hein. On parlait tout à l'heure, Marie Poisson parlait, elle était éco-déléguée. Les éco-délégués, ça existe toujours. Ça fait des choses formidables. Mais déjà, délégué tout court, c'est un engagement en soi. Les délégués de classe, c'est formidable. Les conseils de vie collégienne, alors peut-être vous trouvez que le contenu de ce qu'on fait au conseil de vie collégienne, ça ne vous convient pas. Eh bien, il tient qu'à vous de le faire évoluer. Alors c'est sûr qu'il faut vous faire aider. Il faut que des adultes se joignent à vous pour que vous ayez des choses intéressantes, que vous puissiez communiquer avec les autres. Peut-être vous pouvez avoir un journal sur Internet dans votre collège. C'est aussi un engagement qui peut être intéressant. Vous avez des conseils municipaux de jeunes, des conseils de jeunes auprès des conseils départementaux aussi. Et tout ça, c'est ce que je cherche à vous dire, c'est que c'est dans des lieux où vous pouvez accéder. Parce que c'est vrai qu'en dessous de 16 ans, on va vous trouver des difficultés. Les parents, déjà, vont commencer par vous dire « Oui, mais où est-ce que tu vas ?» Et donc là, on va créer un premier frein. Mais vous avez, si vous ouvrez les yeux, à mon avis, vous avez beaucoup d'engagement à prendre déjà auprès de chez vous. Oui, il y a beaucoup de choses. Moi, ma petite sœur était au conseil municipal à 8 ans. Mais on a entendu beaucoup de vos problématiques durant ces 3 heures. Est-ce que c'est possible, envisageable, de créer vous-même des associations au sein de vos collèges pour faire de la sensibilisation au numérique, pour régler les problèmes justement de harcèlement, de discrimination, en parler? Il y a sans doute des associations qu'on peut créer soi-même au sein des collèges avec les professeurs. Donc déjà, où vous vous engagez sur ce qui vous touche déjà personnellement au quotidien. Voilà, Junior Association interdit aux plus de 18 ans. Voilà, donc ça répond à la question de la jeune fille qui disait « Mais il y a les associations, il faut forcément être majeur. » Ben non, les junior associations, il faut forcément être mineur. Et donc, effectivement, il faut vous faire aider pour les statuts, pour créer l'association. Mais après, elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas être dirigée par un majeur. Il faut forcément que ce soit un mineur. De toute façon, à Éveil, vous êtes les bienvenus à partir de 16 ans. Hein. Mais bon, je ne dis pas à ceux de Notre-Dame de Reims ou ceux à de Neuilly-en-Thelle, parce qu'il va y avoir un problème de transport. Par contre, ceux de Aubaine, vous êtes les bienvenus. Mais c'est une question de proximité, hein, ce n'est pas une question de choix d'élèves, évidemment. Il y a un truc que vous m'entendez ? Il y a un truc que je peux proposer, c'est que dans certains collèges, du coup, il y a des classes défense, classes citoyennes. Classe défense est surtout affiliée à une organisation militaire, mais on ne fait pas vraiment de choses avec des armes. Ce serait que dans plus en plus de collèges, il y ait de classes citoyennes donc on est engagé, c'est volontaire pour toute l'année, et on fait des actions citoyennes. Et ça peut motiver l'engagement parce que c'est vraiment des belles expériences. Par exemple, une fois, on a eu la chance de passer une journée au 13e bataillon de chasseurs alpins, qui est une unité militaire, et on a pu toucher de vraies armes, bien sûr non chargées, tester le parcours du combattant, faire des simulations de tir avec des armes à air comprimé, et c'était vraiment une belle expérience pour nous, qui nous a permis de découvrir un petit peu la vie des militaires. Moi, je voulais aussi vous dire que vous engager, c'est pas obligé de passer par des associations. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me faisait vraiment aussi un peu peur quand j'étais plus jeune. Cette idée de passer dans un conseil municipal, je trouve que c'est génial. Et aujourd'hui, avec du recul, je suis sûre que ça me plairait. Mais sinon, l'engagement, ça peut être aussi quelque chose, comme on l'a dit, de personnel, où vous, de votre côté, vous tendez la main. Vous pouvez demander l'aide de vos professeurs, de vos parents.
vous voyez des personnes qui sont dans la rue, vous vous engagez à leur apporter du café le week-end. Moi, très jeune, j'ai fait ce qu'on appelle des maraudes. Donc ça, pour le coup, ça faisait partie d'une association, mais qui acceptait les jeunes. Et c'est sur votre temps libre, quand vous voulez, pas d'engagement, autant que vous voulez ou pas. Ça peut être une fois. Vous apportez donc du café et un repas chaud à des personnes qui sont dans la rue ou en difficulté. J'ai aussi fait quelque chose d'autre qui était le soutien scolaire pour des jeunes qui étaient de milieu social plus en difficulté que moi. J'avais pas des capacités particulièrement extraordinaires à l'école, mais c'était aussi une question de créer ce lien social avec des personnes en dehors de ma bulle. Et ensuite, je ne sais pas si cette association existe encore, mais quand j'étais jeune, il y avait l'association des jeunes de Sevran. Et donc, c'était un partenariat, bon, pour le coup, en région parisienne, entre des personnes venant de différents quartiers. Et on allait dans des expos ensemble, on passait des après-midi ensemble. C'était rien de fou, de particulièrement difficile. C'était aussi une question de créer ce lien et créer ces ponts entre des personnes qui ne se rencontreraient pas forcément autrement. Et voilà, en tout cas, je pense qu'il y a plein de façons, en dehors du cadre traditionnel et conventionnel des associations, de vous engager. Et ça vaut le coup d'avoir une conversation avec vos parents, vos grands frères et sœurs, si vous en avez, ou d'autres personnes plus âgées dans votre entourage, en tout cas. Et vous pouvez créer des sortes de binômes engagés et faire des choses de votre côté aussi. Il y a 1001 façons de s'engager. Puis proposer à vos parents de s'engager avec vous, ça leur fera pas de mal, c'est bien. Merci beaucoup Marie, je crois que c'était le mot de la conclusion et on va passer la parole à André Sver. Oui, on a déjà dépassé. Je sais, c'est pour ça, mais c'était intéressant. C'était formidable, vous avez été formidables tous et je remercie tous les participants, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de toutes ces propositions, on vous a écoutés, j'espère que vous vous êtes sentis écoutés. On a pris des notes. Est-ce que vous vous êtes sentis écoutés? Oui. Oui, au moins. Bon. Alors, on a réussi. Merci en tout cas d'avoir osé prendre la parole. Merci beaucoup. Grâce à vous, grâce à Églantine. Merci beaucoup, Églantine. Et grâce aussi à Capucine Caillès, qui est là avec vous aujourd'hui et qui voulait justement vous participiez beaucoup. Donc, merci à vos professeurs. Cela, il ne faut surtout pas qu'on les oublie. Oui, et merci à tous les intervenants, Monsieur Tisseron, Monsieur Nutins, nos deux jeunes témoignages. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments. Merci à tous et bon retour.